Votre attention, s'il vous plaît. Ce qui s'est passé aux Américains, ils doivent maintenant reviser leur politique envers les pays arabes musulmans et vers le monde en général. Embargo. Monsieur Bush, jusqu'à maintenant, il ne s'est pas exprimé. Qu'est-ce qu'il va faire exactement et sa stratégie? Il va bombarder qui? Il va faire la guerre contre qui? Embargo. Le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème, l'a dit Alan Greenspan il n'y a même pas un an. Embargo. Une émission de Marc Giouz et Raphaël Guillet. Des paroles de musulmans aujourd'hui dans Embargo, 12 jours après les attentats aux États-Unis. Vous allez entendre des hommes et des femmes qui portent tous dans leur cœur Allah, mais pas forcément Ben Laden. Ils ont une sensibilité commune, mais leurs réflexions sur la crise actuelle sont diverses. D'abord parce qu'il y a plusieurs façons de vivre l'islam, ensuite parce que nos interlocuteurs habitent à des milliers de kilomètres les uns des autres dans des pays et dans des cultures différentes. Certains sont d'ici, ils habitent Genève, le quartier des Paquis, et ils font partie des 300 000 musulmans de Suisse. Les autres vivent au cœur de ce qu'on appelle le monde musulman. Le monde musulman, c'est un vaste ensemble composé d'une vingtaine de pays et peuplé de plus d'1 milliard d'individus. Alors, dans cette immense mosaïque, nous, on va zoomer sur 2 villes. Islamabad, la capitale du Pakistan, et Tyr, au sud Liban. À Islamabad, la bien nommée, nous attend l'un des envoyés spéciaux de la radio suisse romande, Raphaël Guillet, et le musulman qu'il va nous faire rencontrer est une musulmane. Et attention, elle risque de dynamiter quelques clichés typiquement occidentaux sur la femme en terre d'islam. Nicolas Viltier, lui, est avec nous en studio et il est rentré hier du Liban. Ces musulmans habitent Tyr, au sud du pays, à la frontière avec Israël. La guerre s'est éloignée de chez eux il y a un peu plus d'1 an, quand l'armée israélienne a quitté la région. Mais depuis les attentats aux États-Unis, la peur est revenue chez Hassan et Fatima Yazbak. Avant de partir pour l'Orient, d'abord Genève. Là, les musulmans que nous avons rencontrés avec Bruno Seriba disent qu'ils ne sentent pas peser sur eux de tensions particulières depuis les attentats du 11 septembre. Les Paquis, Genève, un quartier très cosmopolite où chaque communauté a marqué de son empreinte une ou plusieurs rues avec ses boutiques, ses couleurs, ses odeurs. La rue de Fribourg a quelque chose d'oriental, avec une librairie arabe, un marchand de tapis et des restaurants libanais. Et puis, il y a ce bar, salle de billard et cybercafé, un établissement hybride et sympathique, ma foi, tenu par un Suisse d'origine tunisienne. Là se retrouve une partie de la communauté arabe de Genève. Les attentats aux États-Unis, évidemment, les clients se sont d'emblée sentis concernés par l'événement. On n'a pas pensé que ça peut arriver aux États-Unis. J'ai eu beaucoup de peine effectivement pour les civils, mais j'ai aucune peine pour le gouvernement américain, ça c'est clair. On va dire, quand j'ai entendu ça et j'ai vu ça, j'ai sauté de joie. J'ai sauté de joie au début. Mais après, par la suite, j'ai compris qu'il y a des êtres humains qui étaient dedans, tout ça. J'aurais préféré que ça tombé dans la nuit. Au moins, c'est le symbole qu'ils veulent écraser, le symbole de New York. C'était ça le but. Alors on fait la nuit, au moins, il y aura pas des gens qui travaillent, tout ça. Ça, j'avais compris. J'ai plus de sentiments. J'en ai tellement plus. Parce qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Donc je les connais, les 2 poids, les 2 mesures. Donc eux, ils peuvent pleurer les leurs. Nous, on pleure les nôtres tous les jours. Voilà, c'est ça. Ce sont les problèmes des autres, les mondes faibles. Nous, on vient de mondes faibles, des tiers-mondes. Moi, je suis libyen d'origine. En 86, les États-Unis, elle a eu l'audace d'aller bombarder Tripoli et Benghazi. La nuit, et je peux vous dire, il faut le vivre. Quand on a des gamins et des enfants et à courir au milieu de la nuit, je sais ce que c'est. D'accord? Donc, c'est la première fois dans leur vie des Américains qu'ils ont senti la peur, la mort, l'injustice. Et ça, nous, on est experts dans cette affaire-là. Ce qui s'est passé aux Américains, ils doivent maintenant reviser leur politique envers les pays arabes musulmans et vers le monde en général. La communauté arabe ici, musulmane à Genève, ils pensent que c'est pas Ben Laden aussi qui a fait ce coup. Je pense que c'est une. Ça peut être des Américains.
Ça peut être des Américains, ça peut être des Chinois, ça peut être des Japonais. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un d'autre qui veut... Est-ce qu'il a la tête de faire ça, lui? Il a la tête. Est-ce qu'il a la tête? Sur le portable, il y a quoi? Sa tête? Ben Laden. Ouais. Est-ce qu'il a la tête à faire ça, lui? Franchement, je crois pas que c'est lui. Je veux dire... Je suis pas sûr que c'est Bin Laden, hein, c'est pas... De toute façon, le coupable était désigné d'avance. Hein. Mais non. Vous pensez que c'est Ben Laden? Pardon? Vous pensez que c'est Ben Laden Qui a fait ça? Je pense qu'il l'a fait, il l'aura dit lui-même. Il sera fier de le faire. Il a dit, j'avais pas les moyens. Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas, vous demandez, par exemple, il y a 4000 juifs qui travaillent dans le Trade Center. Ils n'étaient pas ce jour-là pour aller travailler. Il y a 1000 questions qui se posent. Moi j'ai rien contre les juifs, je veux dire. Mais il y a des questions qui se posent toujours. L'absence de M. Bush. Pourquoi il se cache dans une base aérienne? C'est dans son pays, quand même. Il parle de délit d'initié. Il parle aujourd'hui de délit d'initié. Vous êtes au courant de ça? Qu'il y a des gens qui se sont fait énormément de pognon sur cet attentat. Et pourquoi? Parce qu'on savait très bien que c'est vrai, effectivement, un coup sur Wall Street, c'est toute la machine qui s'enflamme. Mais non, pourquoi ce ne serait pas un pool de financiers qui ferait ce coup? Pourquoi pas? Pourquoi les financiers, ils ont des sentiments, eux? Jamais. Ils n'ont jamais eu de sentiments avec n'importe quelle vie humaine, de toute façon. Oui, on ne l'aura jamais. Une réponse, c'est qui a fait ça, on ne l'aura jamais. C'est très compliqué cette affaire. Non, mais de toute façon, je vous assure, les Américains, avec le potentiel qu'ils ont, ils peuvent même fabriquer les preuves s'il n'y en a pas. Hein. Avec les moyens techniques qu'ils ont. Tu te rappelles de l'avion égyptien qui est tombé, et l'autre, il a dit, je sais pas, en mourant, il a dit, oh mon Dieu. Donc c'est devenu un criminel. Donc un arabe qui a un coupongle devient un criminel, tu dis le mot Allah, tu es foutu. Non, mais ça, ils savent quand même, les Européens quand même. Si vous prenez un Tunisien, on n'a jamais fait je sais pas, on a mis des bombes ou on a fait des choses comme ça. On est comme tout le monde, les êtres humains comme tout le monde. Si réellement on vivait aux États-Unis, on aurait peur parce que nous pensons que leur peuple, effectivement, a une vision très très courte du monde et que la vision de l'Américain s'arrête aux États-Unis, juste aux frontières. Et ça ne peut pas marcher avec les Européens. Ils nous connaissent. Ça ne peut pas marcher. Leur histoire ne peut pas marcher de faire croire aux Européens que nous sommes des salauds, alors qu'eux savent très bien qui nous sommes. Ils viennent chez nous, on va chez eux, et ils nous connaissent très très bien au niveau de notre vie. On est quand même les plus proches. On a, comme en Tunisie, je regarde le cas en Tunisie, on a des millions de touristes. On a vécu en Tunisie, par exemple, avec des Juifs, avec des Maltais, des Espagnols, des Français. Et on a quand même une habitude de vivre ensemble. Moi, ça fait maintenant quand même 17 ans ou 16 ans que je suis avec ma femme et qui est italienne. Je sens qu'on est proches. Mes enfants, ils ont ça veut dire une culture italienne, une culture tunisienne. Ils sont bien intégrés en Suisse. Je pense que les Américains ils vont se perdre s'ils viennent ici. Je pense que les Européens, il faut qu'ils soient plus proches à nous que d'être plus proches aux Américains. C'est arrivé comme ça, parce que l'Amérique, elle a fait beaucoup de mal partout dans le monde. Et tout le monde, il n'accepte pas ça. Il faut bien qu'elle révise, qu'elle regarde, qu'est-ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle va trouver la solution. Monsieur Bush, jusqu'à maintenant, il ne s'est pas exprimé. Qu'est-ce qu'il va faire exactement et sa stratégie? Il va bombarder qui? Il va faire la guerre contre qui? Il y a une chose qu'il faut remettre en question. C'est que c'est un monsieur d'abord qui a refusé tous les accords gentils pour régler ce monde. Les accords de l'environnement, il ne faut pas entendre parler. Les accords, c'est les limitations des armements stratégiques, il ne veut pas entendre parler. L'abolition de la peine de mort, c'est un chic type. Il est magnifique. Super celui-là. Non mais vraiment, les Américains, ils ont hérité du type qu'il faut. C'est ça le problème. C'est qu'avec les Américains, il n'y a pas de négociation. On impose sur une certaine règle de jeu, qui est le dollar. C'est notre monnaie, c'est votre problème. L'a dit Alan Greenspan il n'y a même pas un an. Il a dit, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Les États-Unis ignorent le reste du monde. Pour la minute de silence, j'ai suivi en direct minute de silence sur la télévision tunisienne. Quand il y a eu une minute de silence, tout le monde a commencé à siffler au stade. Alors la télévision est arrêtée.
Puis ils ont écrit minute de silence parce que les gens ils sont en quelque sorte contents de ce qui s'est passé. On est d'accord. Vous l'avez fait, vous? Non. Sinon, je passerai 30 ans de ma vie à observer des minutes de silence pour chaque dizaine de morts par jour pendant 30 ans en Palestine. Je passerai ma vie en silence. Non, mais pourquoi on le fait pour les Américains? On ne le fait pas pour les Macédoines ou en Albanie, les gens qui ont crevé, des milliers, ils ont crevé. Pourquoi on ne le fait pas pour les Albanais qui sont morts? Pourquoi on le fait pour les Américains? Vous savez, le monde, en général, les gens, je veux dire les citoyens, ils sont contents que l'Amérique, la plus grande puissance du monde, elle a reçu au moins, elle a subi une défaite au moins une fois, comme elle a eu en Vietnam. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une défaite pareille. J'avais un ami qui est aux États-Unis, je l'ai appelé 2 jours après pour lui dire fais attention, méfie-toi un petit peu de ce que tu peux être cible des Américains. Maintenant tout de suite, il s'appelle Ben, il est tunisien. Je dis fais attention, s'ils savent que tu es arabe, ils vont peut-être te faire du mal. Il m'a dit écoute, j'ai pas peur aux États-Unis parce que je me sens américain ici, mais j'ai peur quand je vais en Tunisie. Alors vous voyez, le gars, c'est qu'il veut dire, il sait qu'en Tunisie, il y a une dictature, il sait qu'il y a en Amérique, quoi qu'il arrive. Je pense à une chose que les Américains doivent reviser aussi leur politique envers les pays arabes et musulmans. Ça veut dire, je reproche de soutenir, par exemple, tous les dictateurs dans le pays arabe. Il y a 23 pays arabes, 23 dictatures. Ils sont soutenus par les Américains. Par exemple, je prends le cas de la Tunisie, Ben Ali, il est soutenu par les Américains. Et pourquoi? Assad, il a eu l'aval des Américains pour être... je crois que c'est eux, en gros, portent la responsabilité de l'échec du monde arabe. Comme les Européens, par exemple, que je vois la France qui soutient à 100% le régime de Ben Ali, et qui... ça veut dire que ça va sortir quoi? Après, il y aura peut-être un peu... Ça va sortir des extrémistes, quelque part, mais même qu'il soit, le Tunisien est toujours non violent. Mais un jour, il va peut-être violent. Mais c'est pour ça, il faut que cette politique change des Européens vers... Il faut qu'ils fassent plus de pression sur ces présidents qui sont tous des dictateurs. Oui, on vient d'entendre cet avertissement là, au gouvernement européen. Attention, en soutenant les dictateurs dans le monde arabe, vous faites peut-être le nid du terrorisme de demain. Alors évidemment, c'est un avertissement qui s'adresse plutôt aux États-Unis et à la France, mais à la Suisse aussi. Pour Berne, Ben Ali est un ami. Et si la crise actuelle n'avait qu'une vertu, ce serait peut-être de nous faire réaliser que dans un monde complètement globalisé, aucun pays n'est plus à l'abri. Et que, ma foi, les injustices et les oppressions dont nous sommes les complices pourront désormais susciter des réactions dites terroristes. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène, dans les pays d'ivoire et d'ébène. J'effacerai tes larmes, tes peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Embargo?
Radio Suisse Romande, la première. On poursuit notre écoute des musulmans suite aux attentats aux États-Unis. Nicolas Vultier, est-ce qu'on peut considérer que le Liban est un pays qui fait partie du monde musulman? Alors au Liban, les musulmans sont majoritaires et plus le temps passe, plus ils le deviennent. Disons que la démographie joue nettement en leur faveur. Avant la guerre et dans les années 70, le pays était quasiment divisé en deux. 50% de musulmans, 50% de chrétiens. Aujourd'hui, on en est, disons, à 2/3 de musulmans, 1/3 de chrétiens. Chez les musulmans de grande famille, les sunnites majoritaires, avec une précision assez utile par les temps qui courent, il y a une très petite frange de sunnites libanais qui sont wahhabites, qui sont donc ultra-orthodoxes, si on veut dire, qui sont très religieux et très très rigoristes dans l'application de la loi. C'est ceux qui se réclament également, c'est de cette famille dont se réclament Oussama Ben Laden et les talibans afghans. Et puis il y a aussi les chiites, plutôt liés à l'Iran et qui eux sont plutôt implantés dans le sud du pays. Enfin, il y a des druzes très minoritaires qui sont installés dans leur bastion du Chouf au-dessus de Beyrouth. Et qui eux sont, disons, à l'autre frange de l'islam. Voilà, c'est un islam très très tolérant et modéré. Et puis chez les chrétiens, il y a les chrétiens maronites majoritaires, il y a aussi des chrétiens grecs catholiques et puis une communauté orthodoxe pas très très importante. Donc une véritable mosaïque religieuse. Face à la crise qu'on vit en ce moment, est-ce qu'il y a des réactions communes des Libanais qui transcenderaient les appartenances religieuses ou est-ce qu'il y a des réactions très différentes? Alors il y a d'abord une réaction commune. Tout le monde dit on fait partie du monde arabe. On est tous contre Israël, on est tous contre les États-Unis, on est tous pour la création d'un État palestinien. Israël et les États-Unis sont pour les Libanais, en public en tout cas, des États terroristes. Des États qui font un terrorisme d'État, comme ils le disent dans la rue. En privé, chez les chrétiens, essentiellement, il y a, comme je dirais, une ambivalence. Les chrétiens... Le discours est un peu différent en public et en privé. Un peu différent. Les chrétiens disent, ils défendent des valeurs arabes, ils défendent leur identité arabe, mais ils ont des références culturelles occidentales dont ils se réclament aussi. Ils sont très très attachés à la France, par exemple, et là, le discours devient beaucoup plus ambigu. Le Liban, c'est un tout petit pays, plus petit que la Suisse, une histoire évidemment infiniment plus agitée que la nôtre. L'armée syrienne est toujours présente. Il y a 40 000 soldats syriens dans le pays, oui. Et puis l'armée israélienne, on l'a dit tout à l'heure, a quitté le sud du pays il y a seulement un an. En mai 2000, oui. Et tout près de la frontière, il y a la ville de Tyr, donc qui a une quinzaine de kilomètres de la frontière. Et c'est là que j'ai rencontré Hassan et Fatima Yazbak. Ils vivent dans un petit immeuble situé un peu dans la périphérie de la ville. C'est pas la foule, c'est plutôt un magasin assez tranquille. Petite échoppe. Tous deux ont vécu toute leur vie. Ils sont nés en Afrique, ils sont nés au Sénégal, et ils ont décidé de rentrer au Liban pour passer une retraite qui est pas forcément très tranquille. شوي. في كابول طلب مجلس علماء الدين من أسامة بن لادن مغادرة الأراضي الأفغانية طوعا وبملء إرادته. Qu'est-ce qu'ils disent là sur Oussama Ben Laden? Ben Laden, que c'est les ulama, quoi, les grands marabouts, ils ont demandé à Oussama de quitter le pays, d'entrer dans notre pays. Oui, en calme, quoi. Mais ils veulent pas le livrer aux Américains. Non, en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'Oussama Ben Laden? C'est un héros, c'est un terroriste, c'est un vrai islamiste, un pur? C'est une question. Il n'est pas terroriste, non. Il n'est pas terroriste. Pendant l'époque, la Russie occupait Afghanistan, oui. Il était pour libérer son pays, quoi. Exactement, oui. Même devant les Américains, on disait que Osama Ben Laden est un symbole de la liberté. Alors maintenant, ils sont contrôlés. La politique, quoi. Mais vous pensez qu'il a été capable d'organiser les attentats de New York et de Washington? Non. Il n'est pas capable. Non. Mais seulement les Américains veulent la tête de Osama Ben Laden. Non. Vous avez un passeport libanais, vous avez aussi un passeport français, vous avez vécu en Afrique, vous avez connu différents modes de vie, presque différentes civilisations. Aujourd'hui, les Américains disent qu'ils sont en train d'organiser la lutte du bien contre le mal, de la civilisation organisée contre les sauvages. Vous comprenez ça? Pour vous dire la vérité, moi, en tant qu'un citoyen arabe, le mal vient d'Amérique, quoi, tout le mal. On dit en arabe al-Hayman al-Amérikiya, c'est-à-dire
L'Amérique doit occuper le monde. Doit dominer. L'Amérique doit dominer le monde. Ah oui, ça, exactement. Et puis, il n'y a pas de justice. Oui. Moi, en tant que Libanais, on dit que je dois marcher avec la politique américaine. Sinon, on dit que je suis un terroriste. Vous comprenez, mon ami, ce que je veux dire, hein? Ah oui. Vous comprenez qu'après les attentats de New York et de Washington, les Américains disent qu'ils veulent châtier les coupables, que c'est normal, que c'est une réaction humaine de vouloir la vengeance. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, chaque homme qui est un assassin, qui tue les innocents, c'est un criminel. Oui, moi je demande aux Américains de le tuer. Mais ceux qui ont tué sont morts, ceux qui ont organisé sont encore vivants. Et celui qui aurait organisé tout ça, c'est Oussama Ben Laden pour les Américains. Où sont-ils? Nous voulons des preuves, quoi, par les Américains. On a besoin de preuves. Je m'excuse. Il y a quelques clients qui passent dans la boutique, on achète des cigarettes, des jus de fruits, des glaces. On profite de discuter avec le patron et aussi avec Fatima Yazbak, sa femme, qui passe aussi un peu de son temps au magasin. Ce que j'entends est vraiment fou, quoi, pour entendre des guerres. Vous avez peur aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on est très peur parce que tout de suite, là, j'ai entendu encore dire qu'ils veulent aujourd'hui le soir frapper, je ne sais pas où. En Afghanistan, peut-être? Peut-être. Et puis, il y a les terroristes. Ils demandent les terroristes du Liban. Ici, il n'y a pas de terroristes, je pense bien. Au Liban, il n'y a pas. Les Américains disent que le Hezbollah est terroriste. Non, ils ne sont pas des terroristes. Les Hezbollah, nous, on ne serait pas libres. Le monde aujourd'hui, je pense que n'est pas juste. Ce que l'Amérique parle de toutes les choses, ce n'est pas juste. Ils n'ont qu'à regarder Palestine. Nous, on n'a pas encore fini de notre guerre. Il n'y a pas 2 ans, quoi. On est toujours embêtante et emmerdante des Israéliens et des Américains aussi, c'est pas loin. Jusqu'à présent, le président israélien, comment il s'appelle là, le salaud Sharon là, je veux l'insulter parce que ce qu'il fait aux Palestine, il pourra faire en Amérique plus que ça. C'est lui qui fait tout. Ah oui. Vous croyez, vous, que j'ai entendu pas mal de gens ici autour me dire que c'est le Mossad qui a organisé l'attentat de New York? Oui, c'est eux. C'est pas les islamistes, c'est pas les terroristes islamistes. Non, il y a pas les islamistes ne font jamais ça, jamais, au grand jamais. Même Oussama Ben Laden ne ferait pas ça. Même Oussama Ben Laden. Qui est Oussama Ben Laden? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je pense qu'il n'est même pas au courant et qu'il n'a pas y à voir avec ces trucs-là. Pourquoi? C'est un musulman aussi. Immédiatement. Après les attentats à New York et Washington, le FBI a dit c'est certainement organisé par des réseaux musulmans, islamistes, dirigés par Oussama Ben Laden. Ils ont sorti une liste aujourd'hui, il y a 19 noms de terroristes, ils sont tous arabes. Ça vous fait mal de voir que les États-Unis pointent comme ça leur doigt accusateur sur les pays arabes? En tout cas, en général, mon ami, l'islam, c'est contre ça. L'islam, c'est une religion de la justice, de la liberté, religion humaine. Qui ont les responsables, qui ont fait ça en Amérique, alors sont contre l'islam. L'islam ne veut pas ça. Mais il y a un concept dans l'islam qui inquiète beaucoup les Européens, les Occidentaux, c'est le concept de djihad, la guerre sainte. Ça existe, ça, dans le Coran? Ça existe, oui. Moi, je respecte ça, oui. Oui, quand les Américains veulent frapper, en tout cas, tuer, veulent massacrer les innocents, alors, ah oui, il faut harb al-jihad, la guerre sainte. Ah oui, contre les Américains. Mais ça veut dire quoi, la guerre sainte, alors? La guerre sainte, que chaque musulman doit lutter contre la terroriste américaine, si je peux dire ça. Merci, mon ami. Merci. Un jeune adolescent, short de basket, casquette à l'envers sur la tête, exactement le type de l'adolescent US qui vient acheter une bouteille de Pepsi, une bouteille de 7-Up.
Mais pour vous, l'Amérique, c'est un grand pays ou c'est... Un grand pays puissant, oui, le plus grand pays du monde, quoi, l'Amérique, oui. C'est pour cela que je préfère que l'Amérique soit un peu juste, quoi, avec les autres pays du monde, quoi. Vraiment une grande puissance, quoi, l'Amérique. Les Américains, ah oui. Et vous pensez, vous, aujourd'hui, que les Américains sont capables de venir, par exemple, bombarder une partie du Liban? S'ils disent qu'au Liban, il y a des terroristes? Oui, capable. Ils viennent de dire, tout de suite là, il n'y a pas une heure de temps que j'ai entendu, que tout le monde se prépare ici même au Liban. Tout le monde, même les Hezbollah. Et si ça explose, vous allez faire quoi? Vous restez ici? Vous avez un endroit où vous réfugier? On reste là. On ne peut pas partir ailleurs. Mais vous pouvez éventuellement retourner en Afrique? Non, je ne retournerai jamais en Afrique. Moi, je suis né là-bas, mais je ne retournerai jamais là-bas. Je reste chez moi, au Liban, mon pays. Pour l'amour d'un homme, elle avait quitté l'Ouest en automne. Elle était un peu folle, elle ne craignait ni Dieu ni personne. Tout l'été, ils se sont vraiment préparés. Tout l'été, ils ont beaucoup voyagé. Elle était là debout, sous le regard flou de son homme.